Chers amis de Paix et Guerre, bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour notre Mondoscopie. Nous sommes le 3 juin 2026. D'abord, je vous annonce pour ce samedi 11 heures la sortie d'un nouvel entretien géopolitiquement incorrect. J'ai eu le plaisir de m'entretenir, mais cette fois-ci en vidéo, ça n'a pas pu se faire ici, avec Sylvain Ferreira, l'historien militaire que vous connaissez, qui a maintenant une chaîne YouTube très intéressante qui s'appelle Veille stratégique. Je vous engage à aller voir cet entretien. Je vous engage aussi à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne, à venir me rejoindre dans le cercle des amis de Paix et Guerre, à nous aider via Tipeee. Vous savez que c'est une part importante bien de nos modestes moyens, on va dire. Voilà, pour que tout ça puisse continuer et se développer. C'est très important. En tout cas, voilà, soutenez-nous comme vous le pouvez, mais surtout en faisant connaître la chaîne, c'est le plus important à vrai dire pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Alors aujourd'hui, 2 points, toujours les mêmes. Russie-Ukraine et Iran-États-Unis. Bon, alors, Russie-Ukraine, c'est assez intéressant ce qui se passe parce qu'en fait, on vient d'avoir hier une nouvelle série de frappes russes très intensives sur Kiev et aussi ailleurs d'ailleurs, et notamment dans la région de Zaporižië, sur des cibles militaires, sur des cibles aussi du complexe industriel ukrainien. Mais évidemment, après les avertissements qui avaient été donnés la semaine dernière, la semaine d'avant, enfin voilà, on sentait quand même la moutarde monter au nez des dirigeants russes. Après l'attaque sur Starobelsk, bien sûr, qui a fait 21 morts, mais aussi d'ailleurs, hier, il y a eu une nouvelle attaque contre un bus de civils, une attaque ukrainienne contre un bus de civils, 8 morts. Bon, si vous voulez, donc il y a une multiplication là, des provocations ukrainiennes sur des objectifs strictement civils. Et évidemment, dans le contexte actuel de durcissement des positions russes et surtout de désengagement en fait mental et diplomatique assez clair de la Russie dans le cadre de sa guerre contre ce qu'elle considère, voilà, elle considère être en guerre en fait contre l'OTAN, contre l'Occident, contre nous, beaucoup plus que contre l'Ukraine qui n'est que l'outil de cet affrontement. Dans ce cadre-là, évidemment, on pouvait s'attendre à ce que les Russes fassent des choses un peu exceptionnelles, entre guillemets, en tout cas encore beaucoup plus lourdes et graves que les campagnes de frappe auxquelles ils ont habitué l'Ukraine depuis maintenant longtemps. Alors, cette campagne a été quand même très massive. Il y a eu notamment une petite quinzaine de missiles hypersoniques Zircon, ce qui prouve que les Russes en ont maintenant suffisamment pour pouvoir lancer 15 d'un coup, 14 je crois. Mais il y a eu aussi des Kinjal, il y a eu un certain nombre de drones, mais surtout une centaine de missiles quand même. Donc là, on voit que l'appareil militaro-industriel russe de production, non pas bat son plein, mais enfin tourne très sérieusement, peut-être pas à plein régime, mais tourne, et leur permet d'accumuler des armements et de pouvoir s'en servir à un rythme extrêmement soutenu. Et vous comprendrez que quand je dis ça, c'est par contraste avec ce qui se passe du côté, évidemment, américain et européen. Bon, donc on a l'impression en tout cas qu'il n'y a rien de véritablement nouveau ou de gravissime, entre guillemets, si j'ose dire, par rapport... pour faire suite, pour faire droit, pour mettre en pratique ces avertissements russes qui étaient quand même assez forts de ces derniers temps. Ils avaient menacé de taper des centres de pouvoir à Kiev, ils avaient menacé de taper aussi tout un tas d'endroits où il y a, outre des Ukrainiens, des Occidentaux. Alors, il y a eu des déclarations russes qui ont dit, mais en fait, taper Zelensky, enfin taper la Rada ou taper Abankova, enfin le siège
de la présidence, ça n'a pas vraiment de sens parce que Zelensky, la plupart du temps, soit est caché dans des bunkers, comme d'ailleurs une partie de l'état-major ukrainien, et quand il n'est pas là, il est opportunément en voyage quand des frappes massives sont annoncées. Bon, il était récemment en Suède, je crois. Ce qui est vrai aussi, c'est que ces campagnes comme celle d'avant-hier, enfin d'hier, sont des campagnes qui se planifient, hein, ça ne se décide pas comme ça. Donc probablement on peut penser que c'est pas business as usual, si j'ose cet anglicisme, mais les Russes en tout cas s'appuient sur les frappes récentes ukrainiennes sur des objectifs civils, assez systématiques désormais. Hein. On se souvient bien sûr de ce qui s'était passé à Koursk, hein, où il y a eu d'énormes pertes de civils russes, hein, pendant l'offensive de Koursk à partir d'août 24. Voilà, il y en a clairement de plus en plus dans le Donbass et ailleurs. Mais en tout cas, les Russes s'appuient là-dessus pour poursuivre leur stratégie d'attrition méthodique et qui porte ses fruits, hein, quand on sait où en sont les forces ukrainiennes. C'est pour ça que l'entretien que j'ai eu avec Sylvain Ferreira vous apportera pas mal d'éléments là-dessus, sur l'état des forces, mais aussi sur la manière dont les Russes continuent de poursuivre leurs opérations, si vous voulez, en Ukraine. Donc, ils se sont appuyés là-dessus pour continuer. Bon, ça n'empêche pas qu'il y a une indignation absolument et un dégoût, en fait, un écœurement et une fureur à peine rentrée des responsables russes par rapport à la manière dont sont traitées ces attaques ukrainiennes sur des objectifs civils. C'est-à-dire, elles sont traitées comme d'habitude, par le déni. C'est-à-dire, on en parle un tout petit peu, hop, et puis on n'en parle plus. On essaie en fait de les invisibiliser. Alors ça a été exprimé très très clairement hier, je crois, par Maria Zakharova, donc, qui est la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, et qui, pendant les cérémonies, enfin les conférences et les interventions d'ouverture du Forum international économique de Saint-Pétersbourg, a fait des déclarations très dures et très, très courroucées, en fait, aux médias occidentaux et derrière, bien sûr, aux gouvernants occidentaux, en les accusant de n'avoir absolument pas voulu venir sur les lieux, venir à Starovelsk pour voir ce qui s'était véritablement passé, pour pouvoir juger par eux-mêmes, d'abord pour couvrir cette attaque ukrainienne et pour pouvoir juger par eux-mêmes des dégâts et du fait aussi que ce n'était pas du tout une cible militaire, d'intérêt militaire, ce que les Ukrainiens ont pourtant dit. Alors c'est même allé très loin, hein, du côté occidental. Non seulement la BBC, CNN, personne n'a voulu venir, les Japonais non plus n'ont pas voulu venir et elle s'en est prise à eux en leur disant que les relations russo-japonaises s'en trouveraient évidemment abîmées parce que c'était vraiment le comble du cynisme en fait. Et que voilà, en fait, ces attaques ukrainiennes se font bien sûr avec l'appui occidental. Et même d'ailleurs au Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a eu des officiels occidentaux, elle les a appelés comme ça, elle n'a pas été plus précise, qui ont nié l'attaque, c'est-à-dire qui ont expliqué qu'elle n'avait pas eu lieu, en fait, que c'était un false flag russe, n'est-ce pas? De la même manière que sur l'affaire du drone dont je vous ai parlé la semaine dernière, du drone, donc considéré comme russe par les Occidentaux, qui était tombé en Ukraine et qui avait mis en émoi l'OTAN, etc. On avait essayé de monter un peu la sauce. Zakharova, elle dit qu'il n'y a pas eu le début du commencement de la moitié d'une preuve, en fait, que c'était bien un drone russe, et que donc c'était juste une façon, c'était probablement une provocation ukrainienne ou occidentale, et que c'était une façon de faire diversion par rapport à ces attaques ukrainiennes sur des objectifs civils russes qui sont évidemment des crimes de guerre manifestes. Bon,
Donc en fait, elle a dit en gros, vous ne voulez pas venir parce que vous ne voulez pas faire savoir, vous ne voulez pas couvrir l'événement et vous ne voulez pas juste qu'on voit la vérité en fait de ce qui se passe. Bon. Donc je vous dis ça, enfin je vous explique ça un peu en détail pour vous montrer que quand même il y a le durcissement russe, c'est pas un fantasme, hein, c'est une réalité. Bon, on comprend que Vladimir Poutine ne veut pas être celui qui va lancer l'affrontement direct, bien sûr, contre l'OTAN. L'enjeu est toujours le même, c'est sa crédibilité, hein, bien sûr, sa crédibilité politique externe et interne, parce que voilà, ça nourrit, si vous voulez, s'il ne se passe rien de terrifiant, c'est terrible à dire, mais finalement, s'il ne se passe rien d'épouvantable de la part des Russes, eh bien, on peut continuer sur notre narratif à nous, qui est de dire Poutine bluffe, Poutine ne peut pas, Poutine a des armées qui ont des pertes terrifiantes, Poutine ne gagne rien en Ukraine, l'économie russe est au bord de l'effondrement, n'est-ce pas, bien sûr, etc., etc., etc. Donc, c'est vrai que ça reste un problème, hein, évidemment, pour la partie russe. Manifestement, il y a un risque de perte de crédibilité qui nourrit notre escalade, en fait. Parce que nous, on n'arrête pas. Voilà. Nous, on n'arrête pas. Et alors, on n'arrête pas, même dans nos médias. Alors, vous me direz, c'est pas nouveau, mais là, je suis tombée sur une émission, je ne sais plus si c'était pas C'est dans l'air ou C'est politique, enfin, je ne sais plus, où j'ai vu une spécialiste française de la Russie, bien connue pour son anti-russisme assez compulsif, hein, et qui s'appelle Marie Mandras, qui est très connue, enfin dans nos milieux, qui a développé, sans qu'on lui pose des questions, sans qu'on lui demande mais d'où viennent ces informations, mais enfin, avec un air extrêmement docte et manifestement, comment dirais-je, renseigné, elle a développé la thèse selon laquelle, vraiment, en Russie, le pouvoir était, je ne dirais pas au bord du coup d'État interne, mais enfin pas loin finalement, et que l'alternative se préparait, enfin que tout ça a été très clair, que nous avions des contacts avec, donc nous les Occidentaux, elle n'est pas trop rentrée dans les détails, avec l'opposition qui s'apprêtait à prendre la suite, etc. etc. Enfin, je ne sais pas si les gens qui diffusent, c'est de la propagande, enfin c'est des mythes, c'est des... Voilà, c'est faux, si vous voulez, pour tous les spécialistes qui connaissent un peu sérieusement les questions russes et qui étudient et qui suivent et qui écoutent et qui regardent, y compris toutes les critiques internes qui existent, bien sûr, au pouvoir russe et à son approche de la guerre, mais dans le sens de vous ne tapez pas assez fort. On veut que ça s'arrête. Oui, on veut que ça s'arrête, mais on veut que nos objectifs soient remplis. On veut que la sécurité revienne. On veut que notre pays ne soit plus menacé, ne soit plus touché, ne puisse plus être touché par l'OTAN, qui utilise les Ukrainiens pour ça. Donc, c'est très grave, en fait. C'est très irresponsable pour moi de diffuser ça, de faire comme si c'était une évidence, parce qu'en fait, ça nourrit la poursuite de ce conflit qui n'a pas de sens, qui n'a plus de sens et qui n'a aucune raison militairement de voir se renverser le rapport de force. C'est un leurre complet. Alors est-ce qu'on se leurre nous-mêmes à ce point, ou est-ce qu'on sait bien que c'est mort, que c'est perdu, mais on continue à diffuser ça parce qu'on ne veut pas revenir, c'est toujours la même question, sur ce rêve fou de la défaite stratégique de la Russie. Bon, moi je persiste à penser que c'est une attitude extrêmement dangereuse de la part de l'Occident, extrêmement irresponsable, parce que si vous regardez les dégâts faits par cette deuxième série de frappes là, ukrainiennes, la toute dernière,
Ce que ça a essentiellement montré, mais c'est que les armées ukrainiennes, encore une fois, je ne discute pas leur valeur, leur courage. Ce n'est pas du tout ce que je discute. Ce que je discute, c'est par exemple le fait qu'il n'y a quasiment plus de défense antiaérienne ukrainienne au-dessus de Kiev. Hein. Bon, ça c'est quand même un fait. Et là, ça doit ça devrait, si on veut aider l'Ukraine, ça devrait nous pousser quand même à réfléchir un peu différemment et pas idéologiquement et pas sur un plan soi-disant moral. Voilà, sur la vieille thématique, l'agresseur, l'agressé, le bon, le méchant, etc. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, donc Kiev est sans défense antiaérienne, pendant que leurs principaux pourvoyeurs, qui ont longtemps été les États-Unis, les Européens ont fait aussi un peu, mais là aussi, c'est mort, c'est fini, ça a été utilisé, ça a été tapé, ça a été cassé par les Russes, pendant que les États-Unis ne peuvent plus et ne veulent plus fournir d'intercepteurs ou de batteries de missiles patriotes, etc., parce qu'ils n'en ont plus, parce que leurs stocks sont au plus bas, parce ils ont utilisé déjà, ils ont utilisé une partie considérable de ce qu'ils avaient contre l'Iran au cours de la guerre des 40 jours, et qu'il est clair que l'Ukraine n'est plus du tout leur priorité et que l'Europe ne peut pas se substituer aux États-Unis. Ce n'est pas vrai de dire ça, en fait. Voilà. C'est vraiment, et c'est un mensonge, j'allais dire meurtrier, c'est un mensonge avec des effets sanglants, parce qu'en fait, on poursuit un affrontement dont on n'a absolument pas les moyens, en fait. Voilà. Chers amis, un mot rapide sur notre partenaire du jour, Inconi. Sur cette chaîne, évidemment, nous parlons souvent de renseignements. Cette guerre invisible que se livrent les États pour collecter, recouper, exploiter l'information. Mais cette logique dépasse aujourd'hui le cadre des États. Elle se joue à une autre échelle, plus discrète, qui nous concerne tous en fait. Pendant la guerre froide, constituer un dossier sur quelqu'un exigeait des moyens d'État. Aujourd'hui, des entreprises appelées data brokers, courtiers en données, font ce travail à échelle industrielle. Votre adresse, votre numéro, vos habitudes, vos proches, tout est cartographié, agrégé et revendu. Ces dossiers alimentent les annonceurs, mais aussi les escrocs, les usurpateurs d'identité. C'est là qu'Inconi entre en jeu. Le service contacte automatiquement plus de 420 courtiers en données pour exiger la suppression de votre profil. S'y atteler seul est illusoire. Les courtiers se comptent par milliers et de nouvelles fiches apparaissent en permanence. Mais Inconi va plus loin. Il arrive aussi que l'on tombe sur le web soi-même sur ses propres informations. Un vieil article, un annuaire oublié, une page que l'on préférerait voir disparaître. Avec leur option Custom Removals, il vous suffit d'envoyer le lien à Inconi. Un expert dédié prend alors le relais et s'occupe de la demande de suppression à votre place. 3 étapes suffisent. Vous créez votre compte, vous donnez à Inconi le droit d'agir en votre nom et le service travaille en continu pour vous. Si l'idée de disparaître des radars vous intéresse, le lien est en description. Vous pouvez utiliser le code Galacteros pour bénéficier de 60% sur l'abonnement annuel. Et je remercie beaucoup Inconi de son soutien à PGuerre. C'est mon point de vue, c'est celui de tous les analystes sérieux, militaires ou du renseignement anglo-saxon, pas les Russes, les anglo-saxons, c'est-à-dire notre camp au sens large. Les Américains ont déjà privé leurs alliés asiatiques de batteries patriotes, de tout ce qu'ils ont pu, de tous les intercepteurs pendant la guerre des 40 jours, pour pouvoir répondre à la riposte iranienne, à leurs attaques, à leurs frappes. Et ça les affaiblit évidemment considérablement par rapport à leur objectif, leur pivot vers l'Asie, n'est-ce pas, vers la menace chinoise. Déjà, ils sont déjà très mal par rapport à ça. Donc pour l'instant, ils sont coincés, ils sont englués, ils sont enfermés dans un piège dans lequel ils se sont mis tout seuls face à l'Iran. Voilà. Et donc l'Ukraine, c'est pas du tout leur priorité. Ça ne veut pas dire qu'ils ne laissent pas faire Zelensky et tous les gens autour, et qu'ils ne laissent pas faire d'ailleurs les Européens. Bon. Mais
tout ça n'a plus de sens, tout ça n'a pas de sens et tout ça est extrêmement dangereux. Voilà, extrêmement dangereux de mon point de vue. Je vous rappelle qu'on a affaire à la puissance nucléaire la plus dotée du monde, hein, entre 5 et 6 000 têtes nucléaires. Voilà. Plus que les États-Unis à ma connaissance. Donc, les systèmes de défense anti-aérienne, enfin aérienne européens n'existent quasiment plus non plus. Ils peuvent arrêter des drones, mais il a été démontré et dit dans la presse anglo-saxonne qu'ils n'arrivent pas à arrêter les missiles russes, hein, sauf exception. En tout cas, les missiles balistiques, qu'ils soient super ou hypersoniques. D'ailleurs, c'est le même problème en Iran. Les Américains, pour parler d'eux, produisent à peu près 650 intercepteurs par an. Ils en ont plus que, je sais plus, ils en ont plus que 25%, je crois. Il leur faut des années pour reconstituer ces stocks-là. Hein, ça ne se produit pas comme ça. Donc, en fait, concrètement, le ciel ukrainien est nu, enfin, est complètement vulnérable. Et il y a une sorte d'impunité, si vous voulez, pour les frappes russes décidées par les Russes de drones et de missiles. Donc, il faudra en tirer des conclusions politique si on veut aider l'Ukraine et les Ukrainiens. Voilà. Et ce qui reste du pays, de la population, de l'État. Bon. Donc, et l'industrie russe, comme je vous l'ai dit en introduction, elle produit à fond et donc elle peut se permettre d'intensifier ses frappes, d'intensifier le rythme, d'intensifier en fait le niveau et la fréquence, si vous voulez. Et en plus, certains armements russes, en l'espèce les Oreshnik, les fameux Oreshnik, peuvent désormais, ils ont été upgradés, enfin, et il y en a certains, parce que c'est toute une famille en fait les Oreshnik, il y en a plusieurs, mais il y en a certains qui peuvent taper même les bunkers les plus enterrés, les plus renforcés, les plus de l'ère soviétique, si vous voulez, vraiment... Donc, il y a maintenant la possibilité pour les Oreshnik d'aller frapper ces bunkers dans lesquels se terrent, évidemment, les militaires ukrainiens et les structures de commandement militaire ukrainiennes. Bon, le leadership militaire ukrainien. Donc, il y a une capacité de pénétration qui est très, très forte. Le missile hypersonique Zircon, maintenant, qui était un missile, il était lancé depuis la mer, maintenant il peut être lancé de la terre, hein, il peut être depuis le sol. Donc ça veut dire que ça laisse beaucoup moins de temps aux Ukrainiens de temps d'alerte, si vous voulez, pour les détecter, à supposer qu'ils aient des radars, mais ils en ont de moins en moins aussi. Donc, si vous voulez, là, on est en train, en fait, de permettre, par nos déclarations, par notre entêtement, par notre incapacité à changer notre logiciel mental sur ce conflit pendant qu'il en est encore temps, et par notre volonté manifeste d'aller à la confrontation, de nourrir cette escalade, cette échelle de l'escalade, comme on dit, on est en train de mettre l'Ukraine vraiment dans une situation dramatique et de permettre de justifier ce durcissement russe, en fait. Donc ça va continuer, si vous voulez. Ces frappes vont continuer, pas seulement cet été, ça va continuer jusqu'à quand? Est-ce que les opérations russes vont s'arrêter? Si vous voulez, s'il n'y a aucune perspective d'accord, s'il n'y a plus de discussion, s'il n'y a plus de confiance, s'il n'y a plus de bonne foi, s'il n'y a plus rien, et qu'on n'a rien à discuter, qu'il n'y a aucun accord, et qu'il est clair et net que la Russie doit faire face à ce conflit et que ce sera un abcès, ben ce sera un abcès, voilà, ils sont en train de faire des zones tampons vers Kharkov, vers Soumy, ils sont en train voilà, ils poursuivent leurs objectifs et ils les étendent, forcément, par la force des choses, à partir du moment où il n'y a aucune sortie de crise possible, eux, ils ont la main militairement, donc ils poursuivent, ils continuent et ils étendent le spectre de leurs opérations et de leurs victoires, voilà, qui sont en cours. Alors, elles sont toujours en cours, c'est toujours très lent, et je vous ai déjà expliqué pourquoi plusieurs fois, donc je ne vais pas me relancer là-dedans. Mais ce qui est clair, c'est que, si vous voulez, face à ce qu'on fait, en fait, moi, ce que je comprends, ce que je ressens,
voilà, ce que j'analyse, c'est que désormais, c'est bon, quoi. Voilà. Les Occidentaux durcissent le ton, ben nous aussi. Voilà. Et si vous voyez quand même la manière dont maintenant, que ce soit Vladimir Poutine, bon, Medvedev, c'est moins nouveau, mais Peskov, Sakharova, Lavrov surtout, dont ils parlent de ce qui se passe et de ce que font les Occidentaux, c'est beaucoup plus clair, c'est sans équivoque, c'est des accusations maintenant tout à fait claires et directes et nettes, notamment vis-à-vis des Européens, sur le thème « Vous êtes à la manœuvre derrière tout ce qui nous frappe ». Voilà. Donc ne vous étonnez pas de ce qui se passe en fait. Donc, je pense que les tensions vont s'intensifier. Il n'y a aucun règlement négocié en vue. Voilà, tant pis. Bon, les termes de la Russie sont connus depuis extrêmement longtemps. La grande question aussi, c'est alors pourquoi est-ce qu'on n'en finit pas avec Zelensky? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas marginalisé, mis de côté? Pourquoi est-ce qu'un autre ne prend pas? Parce qu'il fait le job en fait de ce harcèlement probablement contre la Russie, mais aussi, se dit-il, car il y a une crainte des Occidentaux que si jamais il était dégagé d'une manière ou d'une autre, alors qu'il est entre guillemets la tête présentable, si j'ose dire, de tout un édifice qui est autour de lui et en dessous de lui formellement, mais qui le tient et qui le contrôle. Et là, on parle d'Azov, de toutes les unités, de tous les ultras, si vous voulez, ultra-nationalistes ukrainiens, pour parler, comment dirais-je, de manière euphémistique. Donc en fait, si jamais il partait ou il était mis de côté, c'est tout leur système qui s'effondre à eux. Tout leur système de prébende, tout leur système de corruption, tout leur système de pouvoir, tout leur système de contrôle sur la société, sur l'appareil d'État et l'appareil militaire, et bien sûr sur tous les financements qui continuent à venir vers l'Ukraine. Et donc, il y a des risques de guerre civile. Et là, il faudrait réagir. Et là, que devrait faire l'Europe ? Et que devraient faire les États-Unis. Donc, si vous voulez, j'allais dire, peut-être que du point de vue occidental, il est devenu un moindre mal en même temps qu'un atout pour continuer d'espérer affaiblir la Russie. Bon, ou d'irriter les Russes jusqu'à un point où il y aura une réaction très brutale. Quand on voit les déclarations de l'OTAN, j'en ai parlé, je crois, dans une clé du monde ou dans une mondoscopie, quand on voit certains responsables de l'OTAN, certains généraux de pays de l'OTAN qui expliquent qu'il faut raser Kaliningrad, il faut le Kaliningrad qui est russe. Hein. Donc que c'est très facile pour l'OTAN de prendre Kaliningrad, si vous voulez. Il y a quand même une atmosphère qui est extrêmement, de mon point de vue, dangereuse et viciée et tordue, en fait, alors qu'il faudrait rapidement essayer de mettre fin à ce conflit extrêmement meurtrier et surtout extrêmement meurtrier, je le maintiens, pour la partie ukrainienne, en dépit de tout ce qui est raconté par rapport à la partie russe, même si bien sûr il y a d'importantes pertes russes. Bon. Je passe à mon deuxième point, l'Iran. Là aussi, c'est clair, le durcissement est clair et net. Les Iraniens se sont retirés en fait des pourparlers, c'était plutôt des échanges de messages, donc très indirects malheureusement, entre Iraniens et Américains via le Pakistan notamment. Ils se sont retirés parce qu'ils ont compris qu'en fait tout ça, ça n'a pas de sens. Chaque fois qu'on s'approche de quelque chose, les Américains commencent à dire « mais en fait on veut aussi ça, on veut ci, on veut ça, si l'Iran ne fait pas ci, si... » Enfin bref, ils n'ont rien compris, là aussi où ils font semblant de ne pas comprendre la réalité du rapport de force militaire qui n'est pas en leur faveur. C'est ahurissant peut-être pour ceux qui croient en l'hyperpuissance américaine militaire, mais l'hyperpuissance américaine militaire, elle est face à des limites très concrètes désormais.
Donc, les Iraniens avaient donné un certain nombre de points non négociables, à vrai dire, pour pouvoir discuter du reste après, donc étendre le cessez-le-feu, et au bout de 60 jours, reprendre des pourparlers sur la question nucléaire, mais où il n'est pas question d'aller donner leur uranium aux Américains. Enfin, si vous voulez, c'est toujours la même chose. Bon, c'est un peu fatigant parce que je me répète, mais c'est un vrai problème, c'est-à-dire c'est un dialogue de sourds complet avec une réalité militaire qui ne va pas dans le sens de ceux qui veulent le dialogue de sourds permanent. Voilà, qui sont les Américains. Et qui veulent simplement une capitulation d'un ennemi, puisqu'ils considèrent que c'est un ennemi, qui en fait, sur le terrain, a la main haute. C'est comme avec la Russie, si vous voulez. Ça n'a pas de sens, ça n'est pas faisable, en fait, ça n'est pas réalisable. Et les Iraniens, parmi ces points durs, avaient expliqué naturellement qu'il fallait que les opérations israéliennes contre le Liban s'arrêtent. Voilà, s'arrêtent. Or, évidemment, elles ne se sont pas arrêtées. Voilà, elles se sont même étendues. Benyamin Netanyahou a menacé de frapper les banlieues de Beyrouth. Enfin, je veux dire, il y a des milliers de morts, en fait. Hein. C'est absolument dramatique, ce qui se passe. Bon. Alors, est arrivé sur ces entrefaites, au moment où les Iraniens se retiraient des pourparlers, enfin, disaient que ça suffit, ils en avaient assez, de ce petit jeu stupide et faux. À ce moment-là, il y a eu un rapport de la fameuse société Axios, n'est-ce pas, qui est quand même très largement nourrie dans les informations qu'elle divulgue par les services américains, mais aussi israéliens. Oui, largement. Et qui a dit « Ah mais non, mais vous savez, Trump et Netanyahou, il y a eu un éclat entre eux, une conversation très difficile. Trump a reproché à Netanyahou de poursuivre ses opérations, de mettre en danger tout ce qu'il faisait. Il lui a dit qu'il n'était encore là politiquement que grâce à lui, Trump, et que franchement, il le mettait en difficulté, qu'il fallait qu'il s'arrête. Enfin bon, bref. Donc là aussi, il y a l'idée, mais c'est une mise en scène qui a été déjà faite plusieurs fois et qui c'est très probablement encore le cas, parce que sinon, je pense quand même que les États-Unis peuvent contraindre Israël très rapidement à arrêter ses opérations, tout simplement au plan militaire. Voilà, c'est assez clair. Si c'était la volonté véritablement du président Trump, ça pourrait se faire. La question, c'est est-ce que Trump est encore vraiment celui qui dirige les États-Unis? C'est une vraie question qui commence à se poser. Et qu'ont fait les Iraniens sur ces entrefaites? Bon, ils ont dit on se retire des talks, pour parler. Et si vous reprenez, alors il y a tout un tas d'escarmouches militaires, hein, il y a tout un tas de petites provocations en fait américaines qui sont immédiatement auquel répond l'Iran immédiatement et assez durement, avec des frappes sur des bases au Koweït, parce qu'en fait des villes côtières iraniennes ont été attaquées par les Américains. Donc si vous voulez, on n'a pas encore dit que le cessez-le-feu était mort, mais il y a quand même un certain nombre d'escarmouches depuis déjà quelques semaines. Et donc là, les Iraniens ont dit, bon, alors Hormuz, là, c'est terminé, et effectivement, depuis 2 jours, il n'y a plus de bateaux qui passent, à ma connaissance. Ensuite, si vous continuez, si vous reprenez vos frappes, je crois que c'est le chef des gardiens de la Révolution a expliqué que ce serait la passe de le détroit de Bab el-Mandeb qui serait bloqué complètement. Donc ça, c'est évidemment encore 20% du trafic énergétique mondial là, qui passe. Donc ce serait extrêmement grave pour l'économie mondiale, mais aussi pour les Américains, évidemment. Nous allons donc faire ça à Bab el-Mandeb. Nous allons frapper, bien sûr, vos installations partout. Nous allons couper les câbles marins, enfin sous-marins,
dans le détroit d'Ormuz, ce qui va mettre en panne en fait toute la plaque financière qui est située aux Émirats arabes unis. Là, la relation entre l'Iran et les Émirats arabes unis est extrêmement détériorée puisqu'il a été montré, démontré et même prouvé par Netanyahou qui a expliqué qu'il avait fait des voyages, que les Émirats avaient bel et bien participé dans des proportions importantes aux attaques du 28 février et des jours suivants. Et donc l'Iran est dans une position où en fait ils ont dit vous faites un, on répond avec deux, c'est-à-dire on doublera, on fera deux fois ce que vous nous infligerez. Voilà, on double nos représailles. Donc les Américains sont clairement en fait dans une impasse. Et si ça reprenait... Alors, je pense que les Iraniens seront assez intelligents pour ne pas forcément frapper les intérêts saoudiens, même s'il se dit que le pipeline, vous savez, en Arabie saoudite, qu'on appelle Est-Ouest, c'est-à-dire qui permet aux Saoudiens de faire passer leur pétrole par leur territoire jusqu'au port de Yanbu, qui est sur la mer Rouge. Et ça, c'est évidemment très très utile, surtout depuis le 28 février pour les Saoudiens. Il se dit que les Iraniens ont menacé, il y aurait des menaces que ça devienne aussi une cible. Mais je pense quand même que le Qatar et l'Arabie saoudite seront moins ciblés que le Koweït, c'est déjà le cas, ou les Émirats. Voilà. Parce que ils ont clairement choisi leur camp, entre guillemets. Ils les considèrent, les Iraniens les considèrent comme des complices en fait des Américains et des Israéliens. Donc, en tout cas, ce qui est clair, c'est que là, les Américains sont vraiment dans une nasse, dans une impasse, que Israël, par son action au Liban, empêche en fait un accord de se faire, à supposer que les États-Unis soient capables de reconnaître un certain nombre de faits et de faire de véritables concessions, les concessions que les Iraniens attendent, puisque, comme je vous l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, les Iraniens attendent, après ce qui s'est passé, après l'attaque dont ils ont été victimes, qui n'est pas la première, mais qui est la plus massive, ils considèrent que ça ne peut pas revenir au statu quo ante et qu'ils doivent être... leur victoire doit être tangible, si vous voulez, à la fois économiquement, militairement et en matière de sécurité surtout. Bon. Donc, à moins que les Américains ne veuillent vraiment comprendre ça et comprendre que pour faire un accord, il faut quand même partir aussi des préoccupations des autres, ce qui n'a pas l'air d'être le cas, franchement, des responsables américains, ce niveau de compréhension. Trump est vraiment dans une impasse et on voit bien qu'il hésite. Alors, pourquoi est-ce qu'il hésite ? Il hésite parce que la puissance américaine militaire est incapable de se projeter véritablement. Pendant la guerre des 40 jours, il se dit qu'il y a déjà eu 1100 intercepteurs tirés juste par les pays du Golfe, donc qui ont été attaqués en riposte par l'Iran. Donc, si vous voulez, c'est extrêmement... en fait, que ce soit sur le théâtre européen et que ce soit sur le théâtre moyen-oriental, l'Empire, en termes géopolitiques, a produit, j'allais dire, c'est pas la première fois, mais a produit l'inverse de ce qu'il recherchait. C'est-à-dire, c'est pas reprendre la main, reprendre l'hégémonie, réinstaller la préséance, le surplomb, c'est se retrouver dans une impasse qui est effectivement extrêmement humiliante. D'ailleurs, ça se voit puisque, en fait, le cessez-le-feu est en place maintenant depuis presque 2 mois. Ça fait 2 mois, en fait, que les Américains, ou peut-être pas 2 mois, mais 1 mois au moins, que les Américains auraient dû ou auraient pu reprendre les frappes s'ils le pouvaient vraiment militairement. Mais comme je vous l'ai aussi dit, il y a quand même un certain nombre de gens au Pentagone qui préviennent que ce n'est pas une bonne idée du tout parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour tenir la distance, pour tenir la durée. Il faut des Tomahawks, il faut des JASSAMS, il faut des intercepteurs PAC-3, il faut tout un tas de choses dont ils n'ont plus que très peu d'unités, si vous voulez.
Et pendant ce temps, l'Iran, lui, de l'aveu même aussi des médias anglo-saxons, a refait ses stocks. Donc, ils ont peur, en fait, de repartir à l'attaque, il faut le dire clairement. Ils hésitent, parce qu'ils savent ce qui les attend. Donc, je vous l'ai dit, voilà, les câbles optiques, Hormuz, Bab el-Mandeb, voilà, des frappes sur toute la région et bien sûr sur Israël. Donc, il n'y a pas de bonne option, il n'y a pas d'option militaire. Il faut que Trump comprenne qu'il doit partir, qu'il doit absolument prendre cette décision douloureuse, sans doute humiliante, et là, il s'agit de la maquiller d'une certaine façon. Alors, Rubio, le secrétaire d'État, Marco Rubio, fait des déclarations de temps en temps sur le sujet. Mais oui, on a déjà tout détruit. Sous-entendu, on peut partir. On a déjà fait, si vous voulez. Mais le problème, c'est que la parole trumpienne, la parole présidentielle américaine, est complètement démonétisée parce qu'il fait des déclarations dans tous les sens, à tous les moments, sur le thème oui, je peux partir, oh, ben, je n'ai qu'à laisser mon blocus en place et ça suffira, l'économie iranienne va s'effondrer toute seule, etc. etc. Si vous voulez, c'est un vrai problème de fond. Comment est-ce que les États-Unis vont pouvoir se sortir de ce désastre? Il n'y a pas de bonne solution véritable, il y en a sans doute de moins pires que d'autres, mais à mon avis, il faut rentrer, parce que sinon, ça va faire empirer la situation. De toute façon, l'Iran sort, après cette tentative de destruction de la guerre des 40 jours, sort grandi, sort renforcé, sur tous les plans, militairement, en dépit des destructions américaines, hein, qui ne sont pas neutres, hein, qui ne sont pas nulles, mais militairement, évidemment, géopolitiquement, n'en parlons même pas. Et là, maintenant, c'est clair, la Russie et la Chine sont clairement derrière lui, même si ça n'est pas forcément en envoyant des troupes. Hein. Il y a bien d'autres façons de l'aider. Et vis-à-vis de la région, et c'est toute l'inquiétude évidemment d'Israël, mais aussi de certains des autres pays arabes, il a évidemment montré une telle force, une telle résilience, qu'il reprend une stature, une posture pour un pays qui est sous sanction depuis un demi-siècle. Si vous voulez, c'est quand même, ça en installe, quoi, c'est clair. Donc, et il n'a pas l'intention de laisser passer cet avantage gagné dans le sang et dans la souffrance du peuple iranien et aussi des armées iraniennes et voilà, et de l'économie iranienne. Bon. Donc il faut sortir, il faut limiter les dégâts, entre guillemets, d'autant que l'Europe panique. L'Europe, le FMI, l'AIEA, enfin tout le monde explique que dans 3 semaines, il n'y aura plus de réserves stratégiques ou très peu à l'échelle mondiale et que économiquement, ça va faire très 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 mal si le blocus américain est toujours en place et si les Iraniens sont toujours dans ces dispositions-là. Et paradoxalement et ironiquement et tragiquement, du point de vue occidental, la Chine et la Russie sont les 2 seules puissances qui sont finalement à l'abri. Hein, parce que je veux bien qu'on m'explique que la Chine va très très mal et que, mais non, c'est pas vrai. C'est juste faux en fait. Il faut arrêter de mentir et de se mentir en fait. Et d'ailleurs, ça se voit. Si vous voulez, le désastre est tellement lourd que ça se voit dans tous les analyses qu'on peut écouter sur le web. Ils sont fatigués en fait de répéter la même chose, de voir que toutes leurs prédictions se révèlent justes, mais qu'on n'en tire aucune conclusion et que donc le pire est toujours à craindre parce qu'évidemment, quand on est acculé, quand on est les États-Unis et qu'on est dans une position de faiblesse à ce point, géopolitiquement et politiquement et médiatiquement, pour tous ceux qui ont à peu près les yeux en face des trous, si vous voulez, eh bien, on peut être tenté, malgré tout, d'essayer de remontrer ce qui nous reste de puissance, ce qui reste de puissance. Donc, il n'est pas du tout certain que véritablement les États-Unis prennent la bonne décision, la décision rationnelle qui devrait être la leur, c'est-à-dire de se retirer. Voilà, de se retirer.
et de reprendre, bien sûr, de véritables pourparlers sérieux avec de véritables diplomates et avec une véritable capacité à proposer des choses ou à accepter des choses de la part de l'Iran. Parce qu'il faut prendre, en fait, il faut vraiment... il faut accepter de prendre de la hauteur, en fait, par rapport à cette situation pour s'en sortir. Sinon, c'est impossible. Comme je vous l'ai dit, la parole de Trump est complètement démonétisée. L'armée américaine, je ne dirais pas qu'elle est dans les choux, mais elle n'est pas en bon état, elle n'est pas en bonne posture. Et c'est un échec lourd qui crève l'écran, c'est des limites évidentes, et il faut tirer les bonnes conclusions. Voilà, au lieu de s'enferrer, en fait. Alors, parce que sinon, ils vont s'enferrer dans quoi? Dans des manœuvres de déstabilisation tordue ou dans des manœuvres de diversion avec Cuba ou autre chose. Le problème, le problème, en fait, si on veut prendre de la hauteur géopolitiquement, et je terminerai là-dessus, c'est que l'Occident est vraiment dans une très mauvaise passe. Tout ce qu'on dit les uns et les autres depuis des années, et maintenant, c'est complètement incontestable. Je veux dire, même quand on est dans la propagande, dans le narratif, ça ne passe plus. Qui peut croire encore? Qui peut ne pas voir qu'il y a un problème géopolitique très lourd et que tant que l'Europe d'un côté et les États-Unis de l'autre, chacun pour eux-mêmes et les deux ensemble représentant l'idée qu'on se faisait d'un Occident à la fois pas totalement malveillant, hein, pour employer une litote, et surtout puissant, très puissant, tant que cette Europe, cette Union européenne et ses principales puissances composantes et les États-Unis ne comprennent pas qu'ils doivent jouer différemment sur la nouvelle carte du monde, ben ça va continuer à empirer en fait, pour nous. Pour nous, pas pour les autres. Pas pour les autres. Ça, je le maintiens. Et je ne dirais pas que je vous le signe, mais je veux dire, j'ai écrit le nouveau Yalta, vers un nouveau Yalta, bon, il y a déjà 7 ans maintenant. Donc, on est en plein dedans. On contemple un désastre occidental, politique, aux proportions colossales, désastre militaire, désastre économique et désastre moral depuis Gaza. Et ça, je dirais que c'est le coup de grâce, parce qu'il faut aussi qu'on arrive à reprendre un peu de crédibilité morale. Et ça, forcément, c'est très compliqué, parce que ça met en jeu et ça met en danger tout un système, en fait, de pouvoir, de soutien, d'influence, voilà. Et donc, on doit pouvoir retrouver une crédibilité de notre parole et aussi de notre signature, hein, quand on fait des accords avec les autres, le reste du monde, qui est quand même important, le reste du monde. Nous ne sommes pas le monde entier. Nous ne sommes pas le monde entier. Donc, très loin de là, hein, ni en PIB, ni en quoi que ce soit, ni en population, évidemment. Donc, il faut qu'on sorte de cette faillite diplomatique. Il faut qu'on sorte de notre déni du réel, il faut qu'on limite les dégâts, il faut que le hard power américain, qui là révèle ses évidentes limites, se rétablisse, se restaure et se repense aussi dans sa volonté de puissance et dans sa volonté aussi d'aller exporter les guerres sans arrêt et d'aller déstabiliser des régions entières du monde. C'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire, même avec une armée surpuissante, même avec une armée qui a 1,5 trilliard de budget. Hein. Et puis surtout, il faut restaurer le soft power. Voilà. Et pour restaurer le soft power, si vous voulez, je veux pas tomber dans les comparaisons stupides et qui ont leurs limites, mais c'est un peu, vous savez, tout le monde parle des fameux pervers narcissiques, etc. Mais l'Occident, d'une certaine manière, se comporte un peu comme ça. C'est-à-dire, on avait des proies, on avait une proie qui nous valorisait, que l'on contrôlait, dont on décidait des faits et gestes. Bon. Et puis, on l'a perdue, en fait, la proie, parce qu'elle ne veut plus nous parler, en fait. Parce qu'elle ne supporte plus, parce qu'elle reprend des forces,
parce qu'elle décide d'exister autrement et à côté, voilà, parce qu'elle refuse le contrôle, parce qu'elle refuse qu'on lui dicte ses faits et gestes. Et comme on n'en a plus de proie, bon, on s'en cherche une autre. Alors effectivement, tant que c'est des petites proies, voilà, vous avez vu le Venezuela, vous avez vu Cuba, vous avez vu... ça marche, mais face aux vraies proies de fond, et là je pense aux Russes et aux Chinois, c'est fini, en fait, ils ne jouent plus. Vous savez, c'est ça le problème du narcissique, c'est que si sa proie refuse de jouer, c'est comme le chantage. Si en face, on refuse qu'on vous fasse chanter, vous êtes tout seul, en fait, dans votre jeu tordu. Voilà. Et il faut sortir de ce jeu tordu. Et c'est notre intérêt de sortir de ce jeu tordu. Encore une fois, je suis française, je suis européenne, je parle, et je suis occidentale. Je parle de là où je parle. Hein. Voilà, il faut le comprendre. Ce n'est pas encore pro, anti, machin. C'est vraiment pas le sujet. C'est beaucoup plus grave que ça. C'est beaucoup plus grave que ça, ce que j'essaie d'expliquer, peut-être d'une manière un peu brouillonne, mais j'espère avoir un jour le temps de le faire de façon plus théorique, enfin, plus écrite. En tout cas, ce qui est clair, c'est que les États-Unis n'ont plus du tout, et les Européens encore moins, les moyens de leur hubris, et de leur hubris de puissance et de, comment dirais-je, de supériorité morale, parce qu'il y a ça aussi derrière. Et ça, alors là, ça c'est juste insupportable pour le reste du monde, et c'est étonnant qu'on ne le comprenne pas. Donc, on n'a plus aucune intelligence manifeste des autres, et même de nous-mêmes d'ailleurs. Donc, soit on continue à faire empirer la situation sécuritaire mondiale. Pour l'instant, les grands adversaires choisissent de ne faire que répondre à nos agressions, à nos attaques, si vous voulez, sans pousser trop leur avantage. Bon, ça se voit avec la Russie, clairement. Ça se voit aussi avec la Chine. Ils répondent aux provocations, si vous voulez, par des tit for tat, etc., que ce soit en Europe ou au Moyen-Orient. Mais combien de temps ça va durer, cette tempérance en face, du camp d'en face? Et est-ce que ça peut suffire pour que, finalement, en tout cas quand on pense aux États-Unis, à un moment donné, ce géant empêtré, là, rentre dans sa caverne, si vous voulez, et s'occupe, aille cultiver son jardin, hein, pour reprendre Voltaire, parce qu'il se peut aussi qu'à un moment donné, ses adversaires soient trop las, trop fatigués de notre harcèlement. Moi, je pense qu'il ne faut pas mésestimer les fonctionnements. Ça va au-delà du pragmatisme. Si vous voulez. Au bout d'un moment, il y a un stade d'épuisement, d'exaspération, où on dit c'est plus possible, ça va durer combien de temps? Voilà. L'Iran en est là. Et c'est pour ça qu'ils sont très durs sur les termes d'un règlement. La Russie, ça monte, et on fait tout pour que ça monte. Donc, il faut une prise de conscience, et il faut éviter que cette prise de conscience ne nous soit imposée par des gestes, à un moment donné, de nos grands adversaires, puisqu'on les considère comme tels, pas moi évidemment, mais d'autres, un certain nombre de dirigeants occidentaux. Il faut éviter que nos grands adversaires, à un moment donné, ne décident de nous imposer un wake-up call, comme on dit en anglais, si vous voulez, c'est-à-dire des démonstrations aussi de force ou de puissance pour nous dire, bon, maintenant ça suffit, voilà. Hein, vous rentrez dans votre cage, et puis on va discuter autrement. Voilà, on va discuter autrement, si vraiment vous y tenez. Bon. Parce que ça, c'est évidemment très très grave. Nous sommes dans un monde nucléaire. Nous sommes à l'âge nucléaire. Voilà. Donc il y a quand même un certain nombre de pays sur cette planète qui ont la capacité de détruire leurs adversaires très très largement et plusieurs fois et plusieurs dizaines de fois, à vrai dire. Donc il faut sortir de nos fantasmes de surpuissance, de toute puissance. Et c'est ça le point aveugle, c'est celui de tous les dangers. Tant qu'on n'est pas sorti de là, et je ne vois pas, encore une fois, et je m'arrête,
Je ne vois pas d'autre façon de sortir de ce piège terrible de l'hubris que la diplomatie, le dialogue, les compromis, la recherche de l'équité, parce que la justice c'est une idéalité, elle n'existe pas sur Terre. Bon, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Voilà, elle n'existe pas sur Terre. Mais on peut s'approcher, en tout cas, d'une coexistence, on peut tout à fait s'approcher d'une coexistence acceptable. C'était l'idée des Nations Unies, et moi je ne jette pas les Nations Unies, quelles que soient leurs imperfections, leurs limites. Je ne les jette pas du tout aux orties. Je pense qu'au contraire, il faut revenir à ce qui reste d'armature juridique internationale pour retrouver les voies et moyens d'une coexistence entre les acteurs du système international et entre les peuples aussi, parce que ce sont les peuples qui, à la fin, sont invariablement les victimes de l'hubris, de la folie, de tous les fantasmes, de tous les côtés, si vous voulez, des uns et des autres. Voilà, je vous quitte sur ces considérations générales, mais néanmoins importantes à mon avis, de sociologie politique internationale, on va dire, et même au-delà d'anthropologie, mais bon, il faudrait faire ça de manière plus méthodique, j'en conviens. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous remercie de votre attention et je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine mondoscopie et pour les membres du cercle, pour une clé du monde vendredi et pour le grand direct, notre grand direct, ce dimanche à 18h30. À très bientôt, chers amis. Au revoir.